Bonsoir à vous tous et à vous toutes. Nous avons le plaisir ce soir d'accueillir Florent Pasquier, un enfant de 68. Je ne dis pas de mai 68, mais de 68. C'est un vrai 68ard, puisqu'il est né à cette date-là, à Paris, né d'une famille d'artistes, dans un environnement, puisque c'est la spiritualité qui nous intéresse, un environnement catholique plutôt, jusqu'à l'âge de 16 ans où là, une diversité a commencé à s'ouvrir une fenêtre dans son âme, puisqu'il s'est intéressé au bouddhisme, ce qui l'a même ouvert à d'autres perceptions. C'était le déclenchement de toute une curiosité sur le sens de la vie, sur Dieu, sur l'être, sur l'esprit. Et donc, il a baroudé un petit peu à la fois parmi les différentes conceptions qui lui sont tombées sous la main, et de même de par le monde. Il a voyagé dans d'autres pays pour voir un petit peu comment ça se passait. Puis tu as rencontré notamment des personnalités bien connues, de tous ceux qui sont des chercheurs dans le domaine de la spiritualité, Mikhail Ivanov et Krishnamurti également. C'est deux grandes figures qui t'ont marqué, qui t'ont nourri. De fil en aiguille, tu t'es intéressé pas simplement à la connaissance en tant que telle, mais aussi au développement personnel, c'est-à-dire les conséquences éthiques, les conséquences pratiques que tes connaissances t'ont amené à connaître. Et tu as conduit un parcours professionnel qui t'a fait connaître également une diversité de formations, de parcours, puisque tu t'es intéressé aux sciences de la gestion, du droit, les sciences sociales, les sciences de l'environnement, les sciences humaines, ce qui t'a conduit à pas mal d'expériences jusqu'à aujourd'hui où tu es président du CIRE, le Centre international de recherche et d'études transdisciplinaires. Tu es enseignant-chercheur et tu nous expliqueras un petit peu ce que c'est que l'inspect de l'Académie de Paris lié à la Sorbonne. Enseignement IUFM pour ceux d'entre nous qui ont connu les anciennes formations des maîtres. Voilà, cerise sur le gâteau, si je puis dire. Tu viens de publier un ouvrage qui s'appelle La Quantique, des quantiques, qui s'intéresse à ce qui permet de rassembler les différentes académies, les différents parcours, à la fois dans le domaine philosophique, mais aussi éducatif, mais aussi technologique. La santé. Ça paraît très très épars, disparate, mais ta vision personnelle, c'est de voir comment trouver l'unité, le fil conducteur qui peut réunir les perles. Enfin, c'est un peu le jeu du collier des perles de verre. Voilà, j'arrête cette courte présentation pour te lancer directement sur le début de ton enfance, nous dire comment tu as été éveillé à toutes ces dimensions et ce qui t'a conduit aujourd'hui à nous parler donc de cette transdisciplinarité qui est un terme un petit peu barbare. En quoi ça rejoint le spirituel aussi? Merci Jean-Luc, merci pour cette invitation. Je suis ravi, comme à chaque fois, de rencontrer de nouveaux amis. Rencontre purement formelle, puisque je pense que nous étions déjà amis sans le savoir. Et donc, c'est une façon de peut-être vraiment, cette fois, de commencer à lier connaissances. Eh bien, oui, effectivement, c'est vrai que c'est un très long parcours qui est peut-être celui de la conscience, tout simplement. Le temps du trajet de la conscience, comment, à partir de quand devient-on conscient de soi-même et à partir de quand devient-on conscient des autres, non pas vus comme des adjuvants de nous-mêmes ou des extensions de nous-mêmes, et à partir de quand on fait encore un autre pas de conscience sur les écosystèmes dans lesquels nous sommes, et à commencer par celui de la nature, pour aller ensuite jusqu'aux dimensions cosmiques. Peut-être juste pour commencer par la fin, parce que j'ai peur de me noyer après dans ce long parcours. Tu le disais tout à l'heure, j'ai la chance maintenant d'avoir réussi à unir cette quête personnelle qui m'habite de façon consciente depuis mes 16 ans, mais qui probablement avait débuté avant, avec mon activité professionnelle d'enseignant-chercheur en sciences de l'éducation,
où mon métier, c'est de former les futurs profs, j'aime bien dire que c'est plutôt de les déformer, parce qu'ils sont déjà tellement formatés, les pauvres, que comment réussir à leur faire accéder justement à cette question de la conscience qu'ils ont déjà, bien évidemment, mais qui est toujours perfectible, grandissante, améliorable, et surtout comment réussir à intégrer ça dans le cadre de l'exercice professionnel. Alors pour ça, j'ai trouvé des subterfuges, notamment celui de la spiritualité laïque, avec l'avantage que du coup, c'est une spiritualité républicano-compatible et donc totalement déconnectée des dogmes du religieux. En tout cas, je suis heureux maintenant d'avoir réussi enfin dans ma vie à unir cette recherche personnelle qui est la mienne et cet exercice professionnel, et dont témoigne mon livre que tu as eu la gentillesse de présenter tout à l'heure, La quantique des quantiques, comment la physique quantique, depuis 1905, a pénétré ensuite toutes les sphères des sociétés et nous permet de, et c'est le sous-titre, redécouvrir le spirituel. Le redécouvrir au travers de trois sciences contemporaines qui sont la transdisciplinarité, donc j'expliquerai un peu plus tard, la psychologie transpersonnelle et la transtechnologie. Bon, on gardera tout ça pour plus tard. Mais revenons-en au commencement. Comment tout ça, effectivement, a débuté? Je suis né dans une famille pour moitié d'origine pied-noir qui a quitté l'Algérie dans les années 60 du côté de mon père, qui était artiste à l'époque, qui était surtout pianiste et qui, bon, apprenti pianiste, hein, il avait 16 ans, et qui s'est retrouvé d'abord en Bretagne, puis à Paris, inscrit aux Beaux-Arts, et c'est là où il va rencontrer ma mère, Noël, mon père, Clotilde, ma mère. Alors ils auraient été enfermés, il paraît qu'il y a un truc de bisu aux Beaux-Arts, les deuxième, troisième années prennent les premiers, les enferment dans les placards, les colores de bleu, de jaune, ils doivent ressortir tous les deux verts, hein, issus du mélange des frottements respectifs. Alors ça a probablement créé des liens, duquel je suis né effectivement en janvier 1968, hein, donc précurseur de la Révolution. Ce ne sera que la première de toutes celles qui vont s'enchaîner ensuite dans ma vie. Ce chemin s'est ouvert vraiment, je pense, au contact d'une de mes deux grand-mères maternelles, artiste, peintre elle-même également, pianiste, artiste, qui était mystique, hein, c'est-à-dire qu'elle avait des épisodes où elle pouvait rentrer en contact avec des entités qui, chez elle, prenaient la forme le plus souvent d'anges, de la Vierge et de Jésus quand elle était très en forme, ce qui lui a permis de peindre Jésus, hein, qui s'est présenté devant elle. Et quand elle est sortie un peu de cet état de transe, ce tableau très très expressif, très fort, Jésus avait des barres verticales sur le visage, mais qu'on a compris ensuite comme étant celles des barreaux, et donc de barreaux de prison. Et donc elle a intitulé son œuvre Jésus en prison. C'était vraiment un personnage extraordinaire, hein. Quand elle jouait du piano, qu'elle avait appris toute seule, elle était pareille, inspirée. Et un jour, elle a joué un truc qu'elle a appelé après la colère de Dieu, mais dont elle a failli casser le piano. Malheureusement, on n'a aucun enregistrement, puisque à l'époque, les moyens étaient moins faciles, techniques, que ceux qu'on a maintenant. Donc, elle me racontait tout ça, ma grand-mère, à longueur de temps. Et ben moi, évidemment, jeune enfant, ça m'impressionnait. Et comme moi-même, j'avais déjà le sentiment d'un truc qui nous dépasse, sans savoir vraiment ce que c'était, ben je me suis nourri effectivement de tous ces échanges. Alors à côté de ça, elle inventait des contes, elle inventait des fables, elle inventait des chansons que je chantais. Elle m'a vraiment amené, de par son expérience, de par ses partages, à cette dimension chrétienne dans laquelle elle-même elle s'inscrivait. Et puis elle faisait des trucs incroyables dont je parle un petit peu dans mon livre précédent, qui raconte justement mon trajet plutôt de chercheur, mais qui est émaillé d'épisodes personnels de ma vie. Ça doit s'appeler quelque chose comme Un enseignant-chercheur en quête de sens et de liberté. Voilà, ça c'est mon bouquin qui est sorti en 2023, qui est plutôt une autobiographie professionnelle, mais qui montre déjà, qui donne le ton déjà quand même, hein, la question de la quête de sens et la question de la liberté. Et donc, je citais à cette occasion le fait qu'elle avait créé, donc dans les années après-guerre, des salons artistiques et littéraires qui étaient tellement courus de la bonne société parisienne que l'ORTF venait les retransmettre en temps réel.
et dans lequel se trouvaient des monseigneurs, des diplomates, très certainement des agents secrets, en tout cas c'est ce qu'elle me Hmm. disait, et où tout ce beau monde-là, finalement, ça s'appelait les salons de culture de la paix, si je me souviens bien. Et c'est vraiment impressionnant parce que la culture de paix, je l'ai découvert, paix à son âme, évidemment bien après à être en âge de comprendre ce que ça pouvait être lorsque j'étais enfant, et j'ai travaillé ensuite avec des personnalités scientifiques du monde académique qui ont développé des trajets de formation à la culture de la paix. Donc il y a une espèce de miroir temporel, si tu veux, entre moi enfant, moi adulte, qui se met sur cette question-là. J'ai beaucoup aimé, tout à l'heure tu as pris un peu cette image d'un fil qui relierait des perles. Et c'est ce fil qui donne du sens, justement. Et ce sens, je l'ai trouvé il n'y a pas très longtemps, hein, à 57 ans. Je pense que c'est vers la cinquantaine que j'ai enfin trouvé le moyen d'unir cette aspiration au développement personnel, j'y reviendrai, et mon activité professionnelle. Ce qui fait que maintenant, je suis très heureux, mais en même temps, je suis quand même totalement banni de ma communauté. Ah oui. C'est un point sur lequel il faudra quand même peut-être revenir sur le métier d'enseignant-chercheur et comment il s'exerce dans notre pays. Vers 16 ans, j'étais un enfant très curieux. Mon père me disait que je disais tout le temps, j'ai une idée, non, j'ai deux idées. Et Hmm. c'était comme ça tout le temps. Donc, beaucoup fils aîné, suivi de deux sœurs à 6-7 années d'intervalle chacune. Ce qui fait que quand je rentrais en première, j'amenais en poussette ma sœur la plus jeune à la maternelle, ce qui faisait beaucoup rire mes profs. Alors, monsieur Pasquier est déjà chargé de famille, me disait la prof de philo, qui était adorable par ailleurs. Je ne savais plus où me mettre avec la poussette. Mais bon, cette curiosité fait qu'à un moment ou à l'autre, je découvre le bouddhisme. Et je m'aperçois que je résonne très rapidement avec cette philosophie de vie, hein, c'est peut-être une doctrine, mais en tout cas pas une religion, qui va me permettre de compléter ce que m'avait déjà apporté mon éducation religieuse, qui était très light, hein, c'est-à-dire des établissements sous contrat, à l'exception de la sixième, voilà, seulement. Là, la sixième, ça a été une claque, hein. Passer du sous-contrat à l'école publique, j'ai découvert beaucoup de choses. Puis mes parents m'ont remis dans le privé, donc il y avait des cours de catéchisme de temps à autre, la messe dominicale au moins jusqu'à mes 12-13 ans, je pense. Et puis, mais voilà, mais pas du tout d'enfermement sectaire ni religieux. Parce que tout le temps dans ce milieu d'artistes qui brassait énormément, il y avait tout le monde, tout le temps du monde à la maison, hein, c'était une maison atelier. Beaucoup de mes parents m'ont emmené avec eux énormément à des vernissages, des expos, des voyages culturels. Et je pense que tout ça a participé de cette ouverture de conscience, consolidée par le bouddhisme. Et à partir de là, je commence effectivement, tu l'as dit, des voyages et des expériences multiples dont j'ai rendu compte il y a quelques années dans un blog qui s'intitule Partage spirituel, tout attaché, édité sur jimdo.com. Parce qu'au bout d'un moment, je me suis dit, mais quand même, j'ai l'impression, pour en revenir au développement personnel, qui était en fait plutôt du développement psychique. Je me suis dit, mais j'en ai fait pas mal des trucs quand même, entre le travail sur le souffle, le travail avec les pierres, les sorties hors du corps, la marche sur les braises, les ingestions de plantes, etc., etc. Et reprenant mes carnets qui étaient papier encore à l'époque, je me suis dit, ce serait bien de centraliser tout ça, et puis pourquoi pas d'en faire profiter des chercheurs en quête de sens. Et d'ailleurs, ça s'appelait Partage spirituel pour les chercheurs en quête du beau, du bon et du bien. Voilà, ce qui vous rappellera certainement d'autres philosophes antiques qui sont venus nourrir également en leur temps mon cheminement. Et toutes ces expériences, finalement, que tu as collectées, réunies pour le partager avec les autres. Donc, c'est une constance chez toi, ce partage, cette volonté
d'éduquer, de servir la société, le collectif. Justement, pas du tout. Ça, c'est venu complètement à la fin quand je me Ah suis oui. retrouvé dans l'impasse du développement personnel, qui amène au paroxysme de la personnalité et qui Hmm. finalement fait une déviance totale et gothique de ce type de trajet. Alors ça, c'est ce que nous enseigne la psychologie transpersonnelle. Et en France, j'ai eu la chance de rencontrer peut-être le seul ou un des très rares psychologues transpersonnels, Marc-Alain Descamps, professeur à Paris 5 de psychologie sociale et qui faisait comme ce que je fais moi maintenant, c'est-à-dire qu'au début, il faisait le programme avec ses étudiants et après, il leur disait, donc il leur faisait Freud et toutes ces, voilà, tous ces ancêtres qui ont été importants, mais il disait, bon, bah, maintenant, on va parler des choses sérieuses et il abordait surtout Jung, tellement méconnu dans notre pays, dans les disciplines académiques et dans les parcours de formation, est tellement connu du grand public et des personnes qui, comme nous, nous intéressons à ce qui est au-delà de l'académisme, qui est encore complètement en dehors de Freud et de Lacan, point de salut. Et pourtant, tellement d'autres choses se sont passées depuis. Donc, ce que disait Descamps, et qui m'avait beaucoup marqué, c'est que le développement personnel amène au développement de l'ego. Et donc, le personnel exacerbé, finalement, exclut les autres. Et c'est pour ça qu'il parlait plutôt, lui, de transpersonnel, c'est-à-dire au-delà de la personne. Alors, peut-être, c'est le moment de faire le lien entre transpersonnel et transdisciplinarité. Les deux utilisent le préfixe trans, qui, dans la définition du dictionnaire, celle que nous retenons, c'est trans comme étant entre, à travers et au-delà. Donc, pour les personnes, c'est entre les personnes, à travers les personnes, au-delà des personnes. On pourrait reformuler ça, moi, les autres, le monde, par exemple. Mais on est déjà au-delà du moi. Et dans la transdisciplinarité ou le transdisciplinaire, c'est entre les disciplines, à travers les disciplines, au-delà des disciplines. Et est-ce que vous voyez quel est le concept qui pourrait répondre à ces trois attendus d'être entre, à travers, au-delà, aussi bien en ce qui concerne les personnes et en ce qui concerne les disciplines? Quelle est la notion, quel est le concept clé qui est convoqué lorsqu'on s'intéresse au trans, entre, à travers, au-delà? Alors Jean-Luc, je te tends la perche, tu as écrit un bouquin là-dessus il n'y a pas très longtemps. La, la conscience. Mais oui, bien sûr. Mais bien sûr, y a-t-il une discipline qui puisse exister sans humains qui la mettent en œuvre? Y a-t-il un collectif qui puisse travailler, une personne de bonne volonté qui puisse travailler avec d'autres sans que chacun ait la conscience d'être au service les uns des autres par rapport à un projet? Et c'est là où on dépasse la dualité de l'objet et du sujet dans un projet. Et alors, l'Advaita et toutes les philosophies de la non-dualité nous rappellent sans arrêt, Krishnamurti également, que le sujet n'est en aucun cas séparé du sujet. Et pour ceux qui aiment les schémas, je renvoie à tous ceux que tu as mis dans ton livre, Jean-Luc, qui nous expliquent Merci. ça très très bien. Donc, le projet peut être justement ce qui va permettre de réunir ce que Descartes avait séparé, la raison et le subjectif, l'homme et la nature, ce qui à son époque était une très très bonne chose, parce que ça a permis justement peut-être des avancées techniques et scientifiques dont nous bénéficions encore, mais dont nous pâtissons maintenant. Parce que d'avoir si bien séparé, nous nous sommes séparés de la nature, des autres et de nous-mêmes, avec les phénomènes de schizophrénie, etc. Ce sur quoi nous travaillons, c'est de peut-être réunir, d'affiner cette compréhension, et la question de la conscience est une porte, une clé extraordinaire pour essayer de progresser dans cette voie-là. Ton parcours professionnel, comment il s'est greffé sur cette démarche spirituelle? Ça a pris énormément de temps. Donc moi, j'ai été un étudiant très médiocre au début, dans mes années de licence de Doug. J'avais même une année, j'avais redoublé ma première année de Doug à l'époque. J'ai une amie qui était en terminale qui m'avait dit, tu sais, il faut reconnaître quand on atteint ses limites intellectuelles. Hmm. Du coup, je pense que ça m'a stimulé pour m'accrocher quand même. Et finalement, j'ai terminé avec un doctorat et il y a 4 ans avec une habilitation à diriger des recherches.
de laquelle sont issus notamment les deux livres que je viens de citer, et un troisième est en préparation qui portera plus sur la pédagogie. Alors comment ça s'est fait? Eh ben, en fait, ça a pris beaucoup de temps. Tu l'as rappelé, autant mes premières années jusqu'à l'époque, le DEA, ont été pluridisciplinaires. Mais pour le doctorat, là, il faut vraiment que tu deviennes spécialiste d'un sous-domaine et que tu saches presque tout de presque rien, finalement. Hmm. Donc, c'est-à-dire que tu perds totalement la vision d'ensemble. Donc, c'est comme ça que je me suis retrouvé dans les nouvelles technologies, d'où la transtechnologie. Et là, j'ai développé des produits très innovants à l'époque et totalement banaux aujourd'hui, et notamment dans la vidéo à la demande. Et j'ai été recruté à l'IUFM de Paris à l'époque pour former les enseignants aux technologies éducatives. Donc, on est juste avant les années 2000. L'Internet grand public existe à peine depuis 5 ans. Les ordinateurs sont multimédia depuis peu. Et l'éducation nationale est très intéressée par le grand bond en avant qui va finir par le grand saut dans le vide ou la tête contre les murs, d'habituer, de dispenser la bonne parole. C'est vraiment ça, hein, c'est de l'évangélisation à l'époque, hein, sur l'intérêt de l'Internet et du multimédia dans les enseignements. Donc une approche asséchante finalement, très binaire, très 0 et 1, qui petit à petit va complètement faire que sans conscience n'est que ruine de l'âme, et que je vais passer par un épisode de dépressif et de burn-out parce que perte de sens. Et à partir de là, je découvre l'éducation populaire sous plusieurs formes. D'abord, les universités coopératives. En 2012-2014, je serai parmi les fondateurs de celle de Paris, avec toute une équipe d'enseignants-chercheurs de Paris 8 qui ont axé leur recherche en sciences de l'éducation autour des questions existentielles, qui peut être une autre forme pour mentionner la conscience. Les universités populaires telles que nous, on les a approchées, ce sont des personnes de bonne volonté qui décident, en dehors du cadre académique, de proposer des cours, des contenus, des accompagnements à des publics qui ne sont pas qualifiés pour rentrer à l'université normalement. Et donc, c'était de proposer des activités en ligne et en présence, de faire venir des invités. C'est comme ça que j'ai rencontré Bassaram Nicolescu, un des pères de la transdisciplinarité que j'évoquais tout à l'heure, et qu'on ne s'est jamais quitté depuis. Et donc, c'était vraiment très, très stimulant parce que ça avait la particularité de s'appuyer sur des pédagogies, surtout non dirigistes, beaucoup issues de l'éducation nouvelle, toujours nouvelle depuis 1916, si je ne me trompe pas. Et on ne faisait pas du disciplinaire pur et dur. On était beaucoup plus sur... alors, je dis on était, mais je peux parler au présent, parce qu'on continue nos activités avec Christian Verrier, qui était également un des fondateurs. 2 ou 3 fois par an, on a un séminaire qui est en ligne maintenant, qu'on appelle le séminaire de philosophie éducative, où on va aborder les questions éducatives par des approches non usuelles ou non académiques. Par exemple, la dernière séance était sur les savoirs de grande pauvreté, en lien avec ATD Carmonde, par exemple. Donc, des sujets variés, des sujets assez inhabituels. On a fait venir un éthologue, par exemple, une fois, qui nous a donc parlé des rapports humains, animaux, nature. Et également, on faisait de l'accompagnement pour ceux qui étaient dans des processus de rédaction de mémoire, etc. Donc ça, c'était l'éducation, l'Université coopérative de Paris. Mais je découvre également les mouvements citoyens et éco-citoyens. Bon, c'était une période vraiment très stimulante qui m'a valu de connaître les délices de la garde à vue, par exemple, d'être empêché de monter dans un avion au dernier moment par la police locale. Et de tout ça, j'ai tiré des modalités d'action qui ont fait l'objet d'un troisième livre, je ne fais que le citer, qui s'intitule Réinvestir l'humain, individu, collectif, société, et qui lui-même résulte de 3 ans d'ateliers du réseau Récit, réseau école de citoyens, dans lequel on a travaillé justement qu'est-ce que c'était que les interactions individuelles et collectives pour essayer de porter un projet de changement social. Alors, un énorme travail, hein, vous constatez en regardant par la fenêtre qu'il n'est pas achevé, qu'il est toujours en work in progress. Et je suis très heureux parce que je pense sincèrement que ce type de rencontre que nous vivons ce soir participe d'une évolution collective de la conscience des collectifs, et que chacun où nous sommes
nous pouvons, comme dit Colin Serrault, penser global, agir local à tous les niveaux et que c'est cette union collective, progressive, trop lente à mon goût, des actions locales qui peuvent amener finalement, peut-être, je l'espère, un basculement social qui ne soit pas une révolution. On ne veut pas revivre les ruptures du passé C'est sanglantes exactement ça. et violentes, c'est sûr. Et la spiritualité est bienvenue justement pour être un peu l'huile qui permet aux rouages de fonctionner ensemble alors qu'ils ne sont pas taillés pour, pour tourner ensemble. Comment cette spiritualité, tu parviens à l'évoquer dans ton milieu professionnel, universitaire et par rapport aux autorités? Tu disais tout à l'heure que c'était pas toujours évident. Le mot même d'esprit, la réalité de l'esprit dans le milieu institutionnel que tu connais, que tu pratiques. Oui. Bon, alors il y a plusieurs façons de l'aborder. L'esprit, déjà, c'est très simple, hein, c'est le souffle. Ça se traduit comme ça. Donc, on va commencer par la gymnastique, peut-être. Le spirituel, c'est la vie de l'esprit. Autant le spirituel, si on veut en parler, il faut qu'on mette laïque à côté, ça passe beaucoup mieux. Autant parler de la vie de l'esprit, c'est ce que font en permanence les philosophes, notamment. Ça nous donne une autre entrée possible. Jusque-là, j'ai toujours un peu biaisé pour pouvoir parler de la spiritualité dans le contexte qui est le mien, professionnel, celui des sciences de l'éducation. Mon habilitation à diriger des recherches, j'aurais voulu l'appeler spiritualité et éducation. Je l'ai intitulé La dimension ontologique en situation éducative. Voilà, là, Hum, ça passait beaucoup mieux. Le terme ontologie, la science de l'être en tant qu'être, pour faire hum, rapidement. Bon, ça, c'est un sujet qui est acceptable. Alors, autant si on parle de religieux, là, on va se faire jeter des pierres tout de suite, bien qu'il y ait quand même des programmes d'éducation à la religion. Alors, le fait religieux, voilà. Donc, on peut parler du fait religieux, étudier le fait religieux. On peut étudier le religieux dans les arts, dans la littérature, hein, parce que tout ça, ça se rattache à une discipline académique, bon, bah, qu'on va aborder de cette façon-là. Bon, moi, c'est plus insidieux, hein. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment la question du spirituel. Donc, ce que j'ai trouvé comme porte d'entrée possible, c'est cette spiritualité laïque dont René Barbier, un de ses profs de Paris 8, qui avait cofondé justement l'Université coopérative de Paris, abordait sans aucun état d'âme, notamment au travers de la dimension existentielle de l'individu engagé dans un processus de formation. Donc on s'est inspiré de ces travaux, on a, avec plusieurs personnes du domaine intéressées par cette dimension, créé un petit groupe de chercheurs semi-formels qui s'appelait SPED, Spiritualité Éducation. On a créé un blog qui tourne encore, même s'il n'est plus alimenté. Tout le monde a perdu les codes, donc on ne peut plus le mettre à jour. hum. Mais il est encore accessible. Petit à petit, on s'est retrouvé à plusieurs enseignants-chercheurs parce qu'on a découvert que dans le primaire et dans le secondaire, on avait aussi des collègues qui s'intéressaient à cette dimension-là, mais qui l'abordaient ben, via les codes du primaire pour les premiers, les codes du secondaire pour les troisièmes. Et nous, dans le supérieur, on s'est appuyé sur les propres codes des enseignants-chercheurs pour développer des recherches qui soient acceptables par la communauté des enseignants-chercheurs. Donc on est 5 en France, hein, c'est, dans le supérieur, c'est facile. On fait vite le tour, on est peut-être même 4. Et oh, mais quel hasard! On a justement sorti un bouquin il y a quelques semaines du fruit de nos travaux qui s'intitule Éducation, laïcité, spiritualité et qui est sorti aux éditions de Bonheur. En deux mots. C'est un ouvrage collectif entre depuis la conception jusqu'à la mise en œuvre de la dimension du spirituel dans les enseignements. Alors moi, mon approche, elle est à la fois théorique, comment on peut conceptualiser la dimension du spirituel par l'approche quantique. C'est un peu comme une fleur de lotus. En haut, on a les religions dans leur dimension exotérique et ésotérique, hein, c'est-à-dire ce qu'elles en montrent et les messages cachés qui se transmettent par la tradition, le gnosticisme, etc. Ensuite, on a le dialogue interreligieux. Ensuite, on a les approches transpersonnelles, transdisciplinaires, transtechnologiques, puisque j'ai réussi à imbriquer mes compétences en numérique dans cette recherche spirituelle. Et c'était assez facile, hein, parce que le transhumanisme est exactement le côté obscur de la force qu'il faut à tout prix éviter pour basculer vers ce que moi je vais appeler plutôt la technontologie,
ou l'ontotechnologie, c'est-à-dire le rapport entre l'humain et la machine, dans ce qu'il a de libérateur et pas d'asservissant, évidemment. Et quand on est parti comme ça du plus matériel jusqu'à vraiment cette dimension du spirituel qu'on va aborder, donc effectivement, par le trans, entre, à travers, au-delà des personnes, des disciplines et de la technique. Donc ça, ce sont des recherches que je peux mener, hein, que je mène, je publie dessus, je communique dessus. J'ai énormément d'articles et de vidéos si ça intéresse certains des personnes présentes ici. Est-ce qu'on peut imaginer quelque chose qui aille plus encore vers le grand public? Tu connais l'objet de notre association, la diversité spirituelle, c'est de faire, d'introduire vraiment la spiritualité comme un des paramètres essentiels du débat public. Mais pour ça, il nous faut une sorte d'interface par rapport aux médias, par rapport aux politiques, pour trouver un langage et pour trouver des éléments de langage et de pensée et qui soient acceptables, qui soient compris et qui puissent ouvrir les esprits et les cœurs sans les effrayer. Oui, dans le corps enseignant, il y a une telle pression institutionnelle pour le respect des programmes, aucun débordement, etc. Bien que normalement chacun puisse invoquer dans le code de l'éducation la liberté pédagogique ou la liberté académique en ce qui me concerne, mais il faut voir que c'est quand même une liberté sous bracelet électronique. Hein, selon le code de l'éducation, la liberté pédagogique s'exerce dans le cadre du Conseil des enseignants, sous la supervision d'un représentant du rectorat, etc. Donc, on est quand même bien contraint. Pour autant, nous avons beaucoup de collègues qui exercent leur métier de façon spirituelle, pour la faire court, c'est-à-dire les valeurs du spirituel. La fraternité, la bienveillance, le partage, l'écoute, le projet collectif, la coopération, l'entraide, La euh, reliance. voilà, tout terme que individuellement on va même trouver dans les instructions officielles. Mhm. Par exemple, la circulaire de rentrée de septembre 2024 s'intitulait Ne laisser aucun élève au bord du chemin. C'est magnifique. Le Mhm. bord du chemin, tout de suite, moi j'y vois une connotation biblique. Et ne laisser aucun élève, on est vraiment dans le cœur de l'exercice professionnel. Donc on pourrait arguer que agir avec un cœur, un esprit spirituel dans la pratique du métier nous permet d'atteindre cet objectif de ne laisser aucun élève au bord du chemin, notamment en mobilisant des pédagogies participatives et autres, par exemple. Alors, au niveau du grand public, ce prochain bouquin que je prépare, il va s'intituler quelque chose comme Créer ou plutôt inventer votre pédagogie pour arriver à une pédagogie intégrative, implicative, intentionnée et intuitive. Bon, ça fait beaucoup de I, Mhm. je l'ai appelé Mhm. la pécaterie. Cette pédagogie, et là peut-être on s'ouvre vers le grand public pour essayer de raccrocher un petit peu à ta demande, mais ça peut s'adresser aussi aux parents, bref, à toute personne en charge d'un lien qui vise à faire grandir en humanité les personnes, quel que soit leur âge, qui partagent un temps et un espace commun, une pédagogie intégrative, c'est-à-dire tout est bon dans le cochon pour que ce soit du plus directif au plus interactif, du moment que ça participe à un projet qui soit émancipateur, intégratif, implicatif. On ne fait pas grandir les enfants en tirant leurs cheveux pour que ça pousse plus vite. Non, il faut travailler sur le cadre, il faut travailler sur l'environnement. Donc, on va impliquer autant que possible l'apprenant dans son parcours. Mais pour l'impliquer, il faut qu'on ait intentionné. Pourquoi on fait des choses? Quelles sont les intentions? Conscientes, inconscientes? Et revoilà la question de la conscience. Et si j'arrive à expliciter tout ça, à l'intentionner, eh ben, je vais pouvoir impliquer. Et enfin, intuitive. Parce que sinon, il ne s'agit pas si on avait la recette du bonheur du vivre ensemble, on l'aurait déjà appliquée. Mais non, dans le monde occidental, nous sommes totalement gouvernés par une raison malheureusement totalement déraisonnante, et Edgar Morin en parle très bien, et peut-être que l'intuition peut être quelque chose de revivifiant dans notre rapport à nous, aux autres et au monde, et donc le mobiliser. Alors comment faire du grand public avec ça? Il faut donc j'évoquais les maîtres invisibles qui vont faire le taf sans le dire. Et puis après, il y a tous les corps intermédiaires, peut-être, qu'on peut essayer de solliciter de façon prudente, parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer? Tant que les institutions qui nous gouvernent sont réticentes parce qu'elles confondent notamment le spirituel avec le religieux,
elles le confondent involontairement ou volontairement pour ne pas avoir à s'en embarrasser, eh bien, quelqu'un comme moi, par exemple, ma carrière, elle est totalement bloquée. Hein, ça Mm. fait 5 ans que je me présente sur des postes. Alors, elle est bloquée non seulement parce que mon sujet est certainement très hétérodoxe, mais aussi tout simplement parce qu'on est depuis une quarantaine d'années avec une classe dominante qui suit des politiques néolibérales qui visent à la destruction des services publics. Donc, non seulement il y a de moins en moins de postes, et quand il y en a, eh ben, ils sont réservés, et humainement, ça peut se comprendre, par des candidats qu'on appelle des candidats à moustache pour lesquels les intitulés de postes vont être réalisés de façon à ce que ce soit eux et personne d'autre. Chacun à nos niveaux, du primaire au supérieur, on se doit quand même d'être un petit peu prudent ou résilient. Pourtant, il y a urgence, puisque dans notre société, quand on voit la jeunesse qui perd beaucoup de repères, ou cette violence qui devient très facile, où on échappe aux règles parce que c'est moi d'abord, et on a besoin de toutes ces valeurs que tu cultives et que tu diffuses. Il faudrait trouver une façon de les rendre encore plus visibles. On a une façon, si on le veut, de prendre le système à son propre piège, parce que comme je le disais tout à l'heure, toutes ces valeurs de liberté, égalité, fraternité, elles sont sur les frontons. Et la liberté pédagogique, qui fait partie des libertés, nous permet le choix des moyens pour les atteindre. Et puis même devenir citoyen, développer l'esprit critique, faire du fact-checking, vérifier ses sources, etc. Tout ça, ce sont des facteurs d'émancipation, d'accroissement de la conscience qu'on peut de ce fait relier à les dimensions du spirituel et qui sont déjà dans les textes. Et c'est pour ça que quand je déforme mes formateurs, je leur dis, connaissez bien les textes qui encadrent l'exercice professionnel, de façon à ce que vous puissiez aller vers cette dimension du spirituel. Bon, c'est pas forcément le terme que j'emploie directement avec eux, hein. J'attends au moins le deuxième ou le troisième cours. Mais à ma grande surprise, et ça c'est très positif, les étudiants maintenant sont extrêmement intéressés et réceptifs dès lors où j'ose utiliser ce terme au amphi. Avant, j'en perdais 90%. Là, maintenant, il y en a 60% qui restent. On assiste peut-être maintenant à une période, un changement de bascule, où on peut commencer, en prenant quand même des gants et en argumentant, dans mon cas, par rapport au texte existant, de dire que oui, on peut convoquer une dimension de spiritualité laïque dans les enseignements qui va répondre à ce que tu énonçais tout à l'heure, cette violence, cet égoïsme, ce chacun pour soi, etc. Eh bien, écoute, nous en sommes des acteurs, hein, l'un et l'autre, et tous ceux qui participent à cette réunion. Nous arrivons à la fin du premier exposé. Avant de laisser la parole à nos amis pour qu'ils te posent les questions qu'ils souhaitent, je voudrais simplement terminer par savoir où tu en es par rapport à Jésus maintenant, puisque tu as Ah, commencé par là, après tu as fait tout ce parcours, et aujourd'hui, où ça en est? je suis sûr que Jésus me regarde. Moi, je ne le vois pas trop. Parce C'est que ton très j'ai grand pas bien. assez développé mes extrasensorialités, mais Hum. je suis sûr qu'il me regarde tout autant que me regarde Bouddha, Lao Tse, et tous ces êtres de lumière qui nous ont précédés et qui nous inspirent consciemment ou inconsciemment.